Dernier rappel. Nous passons à la période des questions. Chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Selon des résultats d'un sondage d'Innovative Research, la population ontarienne est en colère. Et donc, pourquoi sont-ils en colère? Peut-être c'est parce que ce gouvernement a perdu 6 milliards de dollars en vendant à perte de l'électricité aux États américains. Peut-être c'est parce que selon la vérificatrice générale, entre 2006 et 2014, les Ontariens ont payé 37 milliards de dollars de trop pour les factures d'électricité, pour les frais de rajustement global. Peut-être c'est parce que le gouvernement a payé 9,2 milliards de dollars pour les contrats d'énergie renouvelable et le Parti libéral a pris plus de millions de dollars en dons de 30 sociétés. Donc, il y a beaucoup de raisons pour cette colère, mais je vais poser la question à la Première ministre. Pourquoi la population ontarienne est-elle en colère? La Première ministre, merci. Permettez-moi de parler de ce qui s'est passé en ce qui concerne l'électricité dans cette province. Nous avons hérité un réseau d'électricité en pétueux état qui n'était pas propre. Nous avions des pannes intermittentes, des pannes... C'est pas utile. Si vous voulez continuer, nous allons passer aux avertissements. Madame la Première ministre, donc ce réseau non fiable et sale, nous l'avons rendu propre. Nous avons fait des investissements. Nous avons un réseau d'électricité qui est à 90 renouvelable. La mise à l'arrêt des centrales au charbon, l'investissement dans un secteur renouvelable, c'était l'initiative la plus importante en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre en Amérique du Nord. Nous en sommes très fiers. Nous avons mis fin au jour de smog et nous avons réduit la pollution. Complémentaire. Monsieur le Président, de retour à la Première ministre. Hier soir, Paul Blitz de CTV a parlé du fait que Hydro One a fait une collecte de fonds pour remettre à neuf des pièces d'équipement. Et il nous a dit qu'il y a 111 transformateurs en pétueux état. Et la Première ministre parle de la fiabilité. Le gouvernement approuve des augmentations des taux, mais ne répare pas des transformateurs. Ils n'amènent pas de la fiabilité au réseau. Donc, cet argent a été censé être utilisé pour les réparations. Est-ce que c'était utilisé pour payer le salaire énorme du PDG? Est-ce que c'était le 24 millions de dollars approuvé pour les membres du conseil d'administration? Parce qu'on n'a pas remis à neuf les transformateurs. Donc, pourquoi la Première ministre a-t-elle permis à Hydro One d'augmenter les tarifs, mais pourquoi est-ce qu'Hydro One n'a pas réparé le réseau? La Première ministre, je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir parler, mais permettez-moi, Monsieur le Président, de dire, et nous avons des invités de l'État de Californie et du Québec, et nous sommes en partenariat avec eux. Nous allons continuer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est donc très intéressant pour eux d'écouter la rhétorique du parti d'en face, des gens qui n'appuient pas la réduction des gaz à effet de serre, qui n'appuient pas les changements qui ont été faits pour rendre notre réseau d'électricité propre, pour mettre fin aux jours de smog, pour réduire la pollution des airs. Eux, ils ne l'appuient pas, mais la réalité que nous allons continuer notre démarche et nous continuerons d'investir dans le réseau d'électricité. Nous continuerons également de réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous travaillerons avec ces autres territoires de compétences. Passez-vous. Nous nous reprochons des avertissements et je vous demande de parler par l'entremise du président. Et les invités ne peuvent pas participer aux affaires de la Chambre. Nouvelle question, chef de l'opposition. Je veux dire complémentaire final.
De retour à la Première ministre, je comprends pourquoi la Première ministre a parlé de la présence du Québec, parce que le Québec devrait remercier l'Ontario parce que nous leur avons donné de l'électricité. On les a même rémunérés pour la prendre à cause des contrats conclus en échange des dons au Parti libéral. De retour à la Première ministre, j'ai reçu un courriel. Je suis prêt à passer aux avertissements, et ça va être le cas pour tous les deux côtés. Je vais donc probablement passer aux avertissements. Et je serai vite. Je vais terminer. Monsieur le Président, ces politiques mal avisées, que signifient-elles? J'ai reçu un courriel de Mary, qui est membre des Forces armées du Canada et mère monoparentale. Elle a beaucoup sacrifié pour servir son pays, mais à cause de la politique énergétique de la province, elle doit choisir quelle facture à payer pour ne pas se voir couper l'électricité. Elle a annulé son service de télé et sa téléphone et toutes les activités parascolaires de ses enfants. Elle va peut-être quitter la province. Donc, pourquoi vous l'avez fait, Madame la Première ministre? Merci beaucoup. Je veux dire que nous comprenons qu'il existe des gens dans la province qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Nous le comprenons. C'est pour ça que dans le discours du trône, nous avons annoncé une initiative visant à éliminer la partie provinciale de la TVH des factures d'électricité. Et pour les collectivités rurales, 12 de plus jusqu'à 20 de réduction. Nous élargirons l'initiative d'économie d'énergie en milieu industriel. Nous le comprenons. Nous savons que les gens ont besoin d'appui. C'est pour ça que nous avons un éventail de programmes. Mais les investissements qui ont été faits dans le réseau de l'électricité pour le rendre propre, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les partis de l'opposition parlent du fait que nous n'avons pas investi, mais nous en avons fait. Plus de 10 000 kilomètres de lignes de transport. Nous avons fait ces investissements. Député de Leeds-Grenville, vous êtes averti. Et je vais avertir 3 autres personnes bientôt. Veuillez continuer. Moi, j'ai eu des réunions avec les premiers ministres des autres provinces et je sais que nous devons collaborer avec le Québec, avec le Manitoba. Nous devons conclure des accords et nous devons partager l'électricité. Nous le faisons de façon sans précédent. Passez-vous. Passez-vous. Ministre des Affaires autochtones et de la réconciliation, vous êtes averti. Est-ce qu'il y a des autres personnes qui aimeraient parler? Nouvelle question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, le ministre de l'Énergie a défendu la décision de la CEO de mettre sur les factures d'électricité les coûts du système de plafonnement et échange. Les libéraux veulent mettre en valeur leurs solutions temporaires. N'arrêtez pas la pendule. Député de Hamilton Mountain, vous êtes averti. Veuillez continuer. Donc, le système de plafonnement et échange, pourquoi est-ce qu'il ne figure pas sur les factures du gaz naturel? Est-ce que le gouvernement ne favorise pas la transparence et l'ouverture? À la Première ministre, pourquoi a-t-elle peur de parler des vrais coûts du système de plafonnement et échange? Que cache-t-elle? Ce n'est pas conforme en ce qui concerne ces mesures par rapport au remboursement. Est-ce que vous serez transparente? Ministre de l'Énergie. Merci. Je voudrais remercier le député de l'opposition de sa question. Je voudrais réaffirmer, nous comparons des pommes aux pommes. Nous avons été très transparents en ce qui concerne les coûts du système de plafonnement et échange. Mais de ne pas agir en ce qui concerne le changement climatique serait encore plus coûteux. La CEO est un élément quasi-judiciaire qui prend ses propres décisions et nous respectons ces décisions. Selon eux, cette
ce n'est qu'un coût d'affaires. Nous ne voyons pas le coût des tuyaux ni du travail. Donc, la décision a été prise. Il y a eu des consultations avec plusieurs organismes et avec les acteurs du milieu de la province. C'est la décision qui a été prise et donc nous la respectons. Question complémentaire. Monsieur le Président, à la Première ministre, en ne mettant pas le coût du système de plafonnement et échange sur les factures, le Parti libéral ne respecte pas les sociétés de gaz naturel. Ça aura l'air qu'elles augmentent les prix, mais c'est le Parti libéral qui le fait. Pourquoi est-ce que le Parti libéral veut le faire? Peut-être c'est parce que la Première ministre aura une souper avec Ménergie la semaine prochaine, une société chinoise qui va remplacer le gaz naturel. La décision d'annuler l'utilisation du gaz naturel a été dévoilée et donc le Parti libéral continue de demander des maisons zéro net. Est-ce que c'est le programme secret des libéraux pour mettre fin au gaz naturel? Quand est-ce que ces attaques sur le chauffage abordable des maisons sera terminées? Le ministre de l'Énergie. Personne ne veut mettre fin au gaz naturel. Au contraire, nous élargissons l'utilisation du gaz naturel. La seule chose que veut faire ce groupe, c'est de favoriser l'utilisation des pompes. Nous avons mis fin à l'utilisation du charbon. Nous avons investi dans le système du gaz naturel. Nous avons un programme de 200 millions de dollars de prêts pour que les Premières Nations et les autres municipalités puissent utiliser le gaz naturel. Un programme d'octroi de 30 millions de dollars duquel s'occupe le ministre de l'Infrastructure. Nous avons hâte de poursuivre ces discussions pour donner un choix aux municipalités et aux familles à l'échelle de la province. Rassez-vous. Rassez-vous. Avant de passer à la prochaine question, les députés qui se trouvent dans des places différentes, je connais quand même vos circonscriptions. Et vous êtes encore plus près, donc je vous entends encore plus. Complémentaire final. Monsieur le Président, à la Première ministre, je comprends pourquoi elle ne voudrait pas répondre à ces questions. La politique énergétique de son gouvernement est un désastre. Mais j'espère qu'elle répondra à cette question. Paul Blitz de CTV a dévoilé l'impôt sur l'impôt. Une autre chose qu'essayaient à cacher les libéraux. Récapitulons, les libéraux ont essayé d'annuler le gaz naturel. Ils cachent le coût du système de plafonnement échange. Ils ont essayé de cacher l'impôt sur un impôt. Donc, quelles autres mesures prendra-t-il le gouvernement pour cacher son plan de mettre fin au gaz naturel et au chauffage abordable des maisons? Ministre de l'Environnement. Prenons une pause. Le chef de l'opposition a un plan d'augmenter le prix du carbone de façon importante et sans recette pour la population ontarienne. Donc, les taux seraient augmentés à cette fois. Peut-être qu'il fait une autre volte-face comme il l'a fait sur le plan du changement climatique et comme il l'a fait pour autant d'autres questions. Parce qu'il a plus de points de vue qu'il a de députés. Nous n'allons pas approuver une augmentation de 100 $ pour les factures des Ontariens. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Nouvelle question. Député de Bramley, Gore Malton. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. La Première ministre ne veut pas parler de la privatisation des services publics d'électricité. Elle a dit que c'est la décision des municipalités. Mais ce n'est pas toute l'histoire.
Intervention du président. Le ministre du Développement économique et de l'Innovation est averti. Veuillez continuer. Ce n'est pas toute l'histoire. Les libéraux encouragent la privatisation en offrant des échappatoires fiscaux. Le gouvernement a un choix. Est-ce que la première ministre aura-t-elle le courage des services publics locaux en créant des échappatoires fiscaux pour ces entreprises? Merci. J'ai répondu à cette question. La réponse est toujours la même. La responsabilité est au Conseil de ville de Toronto et du maire quant à la décision de la vente ou non de leurs services publics d'électricité locaux. Ils devraient parler aux conseillers municipaux et aux maires de Toronto. Monsieur le Président, la réalité sont très différentes. La première ministre veut faciliter de vendre les services publics si elle accorde un congé fiscal pour la ville. Le gouvernement devront jouer un rôle direct dans la vente des services publics d'électricité locaux. Lors de réunions, je ne vais pas m'opposer de la part de John Tory pour privatiser les services d'électricité locaux. Va-t-elle simplifier la situation pour privatiser les services d'électricité locaux? Ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Comme la première ministre l'a dit, la décision de privatiser ou non les services d'électricité de l'Ontario revient ou incombe au Conseil municipal de Toronto. Ce que je pense cependant, c'est que le troisième parti est confus, c'est-à-dire privatisation et consolidation. Il y a plus de 70 services d'électricité locaux et on voudrait que ce nombre diminue. Donc, nous avons mis en place un programme de consolidation pour fusionner et trouver des économies. Les exploitants pourraient économiser jusqu'à 1 million de dollars pour les contribuables. On parle d'économie d'1 milliard de dollars pour les contribuables s'il y a cette consolidation. Et je pense que les néo-démocrates sont confus entre consolidation et privatisation. Il n'y a pas de confusion. Je suis d'accord que les municipalités peuvent prendre les décisions, mais si la Ville de Toronto, par exemple, devait vendre ses services d'électricité, devront payer 200 millions de dollars en taxes au gouvernement provincial pour le transfert. Le gouvernement peut encourager cette décision s'il renonce à cette taxe. Et finalement, la première ministre est intéressée à renoncer à cette taxe de mutation et encourager la privatisation. Cela donne encore une couverture politique pour leur propre privatisation d'Hydro One. Félicitations. Ma question est toute simple. La première ministre va-t-elle faciliter la privatisation des services locaux d'électricité en renonçant aux droits de mutation, oui ou non? Ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Bien que le député d'en face ne comprend rien, nous voulions simplement élargir le partenariat d'Hydro One. Et finalement, on en a bénéficié comme tous les Ontariens d'ailleurs. Et finalement, nous avons davantage d'argent dans le fonds de Trium pour les infrastructures. Le député a son propre service électrique. C'est mieux qu'une consolidation à cause des avantages comme à Brampton Hydro et Nessos, Horizon. Tout ça a été consolidé pour de plus grande efficacité et qui l'oppose. Et c'est malheureux parce que ce député et ses concitoyens vont pouvoir en bénéficier pour payer pour les infrastructures. Finalement, c'est le Conseil municipal de Toronto qui doit prendre la décision à cet égard. Dernière question. Bramley Gore Malton. Personne en Ontario a bénéficié de la privatisation de la vente d'Hydro One, sauf le Parti libéral et ses amis. Les gens de l'Ontario sont préoccupés quant à la façon ils vont pouvoir payer l'électricité, comment ils vont pouvoir se chauffer cet hiver. La privatisation ne signifie pas qu'il y a
que la situation est différente. Cela signifie que les prix augmentent, les coûts vont augmenter. Un autre a dit dans la presse, Hydro One est privatisé. Les propriétaires vont vouloir avoir un rendement sur l'investissement. Et la façon la plus facile d'avoir un meilleur rendement pour les 750 000 consommateurs. Cela augmente les coûts. Est-ce que la première ministre va éliminer toute autre privatisation des actifs d'électricité? Ministre de l'Énergie, je suis heureux de répondre à la question. Pour l'honorable député, COE, c'est une quasi-judiciaire indépendante. L'élargissement des actifs va aider au gouvernement de continuer à investir dans les infrastructures à l'échelle de la province. C'est pas juste nous qui disons ça. Il y a un rapport dans le Globe aujourd'hui de Tim Colladzi qui parle que la vente d'Hydro One, c'est un circuit. Lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, ils ont privatisé la 401. Et la première ministre a écouté ses conseillers parce que cette stratégie permet d'optimiser les actifs tout en maintenant un contrôle. Cette analyse est très juste. J'ai hâte de travailler avec ce gouvernement pour construire des infrastructures à l'échelle de la province. Si les gens veulent avoir une belle vie, pour que ce soit pour la prochaine génération, ils veulent avoir une vie plus intéressante que pour la prochaine génération. Mais le coût de la vie qui augmente rend la vie difficile. Privatisation d'Hydro One a augmenté les coûts d'électricité de 4 cents le kilowatt à 18 cents le kilowattheure. Voilà ce qu'a fait la privatisation. Maintenant, le gouvernement libéral veut privatiser Hydro One. Maintenant, ils vont privatiser des services d'électricité locaux en vendant du réseau électrique, c'est-à-dire moins d'options, moins d'occasions, c'est-à-dire que la prochaine génération aura des difficultés où la situation sera encore plus difficile. Va-t-elle être claire, la première ministre, pour mettre fin à toute privatisation de nos services d'électricité locaux publics? Ministre de l'Énergie, nous allons maintenant réaliser 9 milliards de dollars et grâce à cela, je vais continuer à parler du rapport dans le Globe ce matin. L'élargissement de l'actionnariat, c'était une excellente idée pour payer pour les infrastructures à l'échelle de la province et pour créer des emplois. Et l'argent que nous allons recevoir de l'élargissement de l'actionnariat de Hydro One et mon ami du ministre des Transports annonce qu'il va élargir la 409 à 4 voies pour les routes plus sécuritaires, pour s'assurer qu'il y a des milliers d'emplois créés à l'échelle de la province, pour favoriser l'essor de l'Ontario. Nous avons des investissements à Kenora, à Ottawa, à Windsor, à l'échelle de la province, parce qu'on reconnaît l'importance des infrastructures en Ontario et l'élargissement de l'actionnariat dans Hydro One nous a permis. Et personne ne veut vendre. Tout le monde s'oppose à cette privatisation. Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à aller là-bas. Et finalement, les gens sont inquiets. Ils pensent que la première ministre veut privatiser tous les services d'électricité, alors qu'elle ne s'était jamais présentée dans sa campagne électorale sur la vente des services publics. On sait que finalement, que les libéraux de la vente des services publics d'électricité locaux. Mais on voit finalement, c'est encore dans les plans. Privatiser Hydro One rend la vie encore plus difficile. La première ministre va-t-elle éliminer toute autre privatisation des services publics? C'est oui ou non? Ministre de l'Énergie. Une fois de plus, merci de la question. Il a commencé par sa question, comment c'est important que les Ontariens aient par exemple, des actifs dans Hydro One. Nous allons continuer à être le principal actionnaire. Et parce que selon la loi, nous devons garder 40 et aucun autre propriétaire peut être le propriétaire de plus de 10 des actions. Et concernant les ponts
la propriété de ponts, de routes à l'échelle de la province, d'infrastructures. La population veut des emplois, de la croissance. On favorise l'essor de l'Ontario. Nous allons continuer à aller de l'avant pour toutes les familles à l'échelle de la province. Nouvelle question. Député de Leeds Grenville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Par la loi, le gouvernement doit déposer les comptes publics à la fin de cette semaine. Mais mardi, la présidente s'est présentée en Chambre et a dit, à cause des discussions en cours et la VG, et les livres seront retardés. Quelqu'un de l'intérieur que cette discussion concernant un différend et que le Conseil du Trésor mette au défi la comptabilité de la VG. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor va-t-elle expliquer pourquoi elle ne va pas déposer les comptes publics à temps? Qu'est-ce que le gouvernement cache? Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à la dernière partie de la question en premier. On ne cache rien. En fait, si vous jetez un coup d'œil à ma déclaration en Chambre, j'ai également dit que je suis heureux d'informer la Chambre que nous allons maintenant atteindre nos cibles en matière de déficit au cours de l'énoncé d'automne il y a un an. On ne cache rien. Nous allons maintenant atteindre nos objectifs de réduction du déficit. Ce que j'ai dit, qu'il y a des enjeux comptables complexes avec la BG et j'ai demandé à mes représentants et au Conseil du Trésor de travailler avec la BG pour être en mesure de déposer les livres le plus tôt possible. De retour à la présidente du Conseil du Trésor, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une semaine, la vice-première ministre et finalement les libéraux ne vont pas déposer les livres à temps. Est-ce que le gouvernement a eu des tenues de livres pas très catholiques ou louches? Qu'est-ce qui se passe dans ce bureau? Qu'est-ce que ce gouvernement essaie encore de cacher? J'avertis le député. Vous êtes très près de la ligne. Si vous êtes trop près, je vais vous demander de retirer vos commentaires. Présidente du Conseil du Trésor, merci. Je vais répéter. Nous n'avons rien à cacher, je le répète. Il y a des discussions en cours entre les comptables et le bureau de la VG et le secrétariat de la VG et du ministère des Finances. Je veux qu'ils se rencontrent. C'est un enjeu comptable complexe. Qu'ils se rencontrent, qu'ils trouvent une solution. Et après, nous allons déposer les livres. Mais une fois de plus, je veux rassurer le député qu'il n'y a rien à cacher, qu'on ne cache rien. Et en fait, nous allons finalement établir, c'est-à-dire éliminer le déficit dans les temps au cours de l'énoncé économique d'automne. Député de Témiscamingue, Cochrane. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Les gens dans le Nord doivent payer les frais de livraison qui coûtent davantage que la consommation. Le gouvernement a promis de diminuer les frais de livraison de 12 Hier, en Chambre, la première ministre a dit que les gens du Nord ont accès aux 20 c'est-à-dire 12 plus la TVH. Ma question est toute simple. Est-ce que les gens du Nord seront admissibles pour la promesse de réduction de 12 des frais de livraison, ministre de l'Énergie? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député pour sa question. Comme on l'a dit depuis le début, les gens dans les Nord ou dans les régions du Nord seront admissibles. Et finalement, s'ils ne sont pas admissibles, ils auront un congé de TVH de 8 Et finalement, cela représentera 45 soit 20 sur chaque facture. On veut s'assurer que les familles dans le Nord
dans les régions rurales de la province puissent économiser autant que possible. C'est difficile pour moi de parler de façon universelle parce que la situation est différente pour chaque client. Cependant, chaque famille va devoir avoir une réduction de 8 à l'échelle de la province et les autres dans le Nord auront un autre 20 Merci, Monsieur le Président. Complémentaire. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre ce matin. Dans une réponse, a dit qu'il y aura une diminution de 12 pour les régions rurales. Elle n'a pas dit région rurale éloignée. Elle a dit région rurale. Et finalement, il revient sur sa décision. Il a dit que c'était 20 pour tous et chacun. Et il y a 1,2 million de personnes. Est-ce que finalement 300 000 vont recevoir le rabais? Les gens veulent savoir, la première ministre va-t-elle dire à la population que ceux à qui on l'a promis qu'ils ne vont pas le recevoir? Merci, M. le Président. Et finalement, c'est de la sémantique, c'est-à-dire le Nord, éloigné, région rurale. Mais vous savez quoi, M. le Président? Intervention du Président. Et finalement, toute cette dernière parole-là ne vous amène à rien. Ministre, 330 000 familles dans les régions rurales du Nord ou éloignées vont recevoir un 20 de rabais, on l'a dit depuis le début. Et on reconnaît que même le Bureau de la responsabilisation financière a dit que certaines familles, quelque part dans la province, paient davantage pour l'électricité en matière de frais de livraison. Et finalement, voilà pourquoi nous allons diminuer. Et le Bureau de la responsabilisation financière a dit également que finalement, nous sommes finalement dans la moyenne pour les coûts d'électricité au pays. Député de Kingston et des Îles, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Nous devons être fiers en matière des réussites scolaires grâce à notre personnel et enseignants. Nos écoles sont reconnues au pays et dans le monde pour leur excellence et nous devons en être fiers. Le week-end dernier, vous avez annoncé comment nous allons travailler avec les écoles pour avoir une nouvelle stratégie en mathématiques. Et je sais que le dernier résultat indique qu'il faut faire davantage pour appuyer les élèves et les enseignants en mathématiques. Par vous, au ministre, à la ministre, qu'est-ce que le gouvernement fait pour augmenter le taux de diplomation en mathématiques ou le taux de succès en mathématiques? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée de Kingston et des Îles qui fait un excellent boulot. Elle défend très bien ses commettants. Appuyer l'enseignement en mathématiques est une priorité pour nous. Je suis très fier qu'on va consacrer 60 millions de dollars pour les étudiants en mathématiques pour faire davantage dans le secteur des mathématiques. Cette stratégie est en place depuis le 1er septembre. Il est essentiel pour le travail d'aujourd'hui et les emplois de demain. Notre nouvelle stratégie est axée sur les meilleures pratiques, les apprentissages. Nous avons consulté des éducateurs dans le milieu. Ils mettent l'accent sur le besoin des enseignants, des parents et des élèves pour encourager une responsabilité partagée que nous partageons. Mais en travaillant ensemble avec nos élèves, on peut s'assurer de leur succès. Merci. Complémentaire. Merci, ministre. Nous sommes très fiers des investissements en éducation. Il est important qu'on continue à mettre l'accent sur la réussite de tous les élèves en mathématiques. Et je suis heureuse de voir que les élèves dans ma circonscription, comme le District School de Limestone, des écoles catholiques et des écoles publiques francophones, auront accès à meilleur appui en mathématiques. Ministre, pouvez-vous informer l'ensemble quel genre d'appui vous allez donner aux écoles dans le cadre de cette stratégie en mathématiques? Merci encore à la députée. Monsieur le Président,
Depuis le début de l'année académique, nous avons mis en place une nouvelle stratégie, un minimum de 60 minutes chaque jour de temps protégé pour l'apprentissage des mathématiques pour les enfants de la première à la 8e année. Nous avons des mathlètes dans toutes les écoles et nous assurons aussi que les stratégies soient en place pour les parents et les élèves. Nous avons des ressources en ligne, par exemple SOS Devoir. Il y a des possibilités pour les éducateurs d'approfondir leurs connaissances en maths et en lecture. Monsieur le Président, je remercie tous les éducateurs pour l'excellent travail qu'ils font. Député de Nipissing, nouvelle question. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Dans son rapport annuel récent, le directeur de la responsabilité financière a confirmé ce que nous savions déjà. Ce gouvernement n'est ni ouvert ni transparent. Le bureau de la direction financière a dit qu'il a de la difficulté à combler son devoir puisqu'il n'est pas en mesure d'obtenir les documents que le gouvernement est obligé de fournir selon la loi. Dans les mots du directeur, nous avons appris plusieurs choses troublantes. La vente d'Hydro One aura un impact négatif sur les finances de la province. Les investissements d'affaires diminueront et la dette de l'Ontario est complètement hors de contrôle. Pourtant, le gouvernement refuse de coopérer avec le directeur de la responsabilité financière. Je demande au ministre, qu'est-ce que vous cachez à la population ontarienne? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, nous travaillons de près avec le directeur de la responsabilité financière. Nous lui donnons toute l'information nécessaire et nous l'avons déjà exprimé. Les livres de l'Ontario sont parmi les plus transparents et les plus accessibles. Au contraire de ce qui s'est passé sous le régime conservateur où ils ont caché 5 milliards de dollars au cours de la dernière élection. Nous avons dépassé nos objectifs constamment. Et ce, année après année, les agences de cote nous ont grandement appuyé nos finances. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire. Merci. Voici quelques exemples de ce que le directeur de la responsabilité financière a dit ici. Un système de voile de secret et de refus de donner l'information nécessaire. Monsieur le Président, ce gouvernement a refusé de donner l'étude à long terme des finances de l'Ontario qui devait être remis le 12 juin. Le gouvernement n'a pas remis de ses rapports trimestriels depuis 2012. Ce sont des documents très importants pour que les députés puissent faire leur travail. Et pourtant, Monsieur le Président, ils sont même requis selon la loi sur la transparence et la redevabilité financière. Voilà ce qu'on appelle ouvert et transparent du côté du gouvernement. Nous avons ici un déficit structurel et des niveaux d'endettement que nous n'avons jamais vus auparavant. Et je demande donc au ministre, qu'est-ce que vous cachez à la population de l'Ontario? Le ministre. Le rapport à long terme sera publié tel qu'il a été publié il y a 4 ans. Il arrive un peu plus tard. Nous voulons simplement nous assurer que tous les renseignements se retrouvent dans ce rapport, incluant les rapports les plus récents que nous venons de compléter. Monsieur le Président, de plus, le directeur de la responsabilité financière a reconnu que nous sommes sur la bonne voie pour équilibrer les livres et que la cote de l'Ontario montre que nous avons mis en place les étapes nécessaires afin d'atteindre les objectifs de retourner à l'équilibre fiscal. Nous avons eu une augmentation de notre cote, et ce de la part de différentes agences de cote, incluant Moody's. Monsieur le Président, nous avons une excellente histoire à raconter à la population. Nous avons hâte de publier nos rapports pour montrer que nous allons atteindre nos objectifs. C'est jamais trop tard. Député de Nipissing, vous êtes averti. Nouvelle question. Député de Toronto-Danforth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le gouvernement insiste que la Commission de l'énergie de l'Ontario défendra les consommateurs d'énergie lorsque Hydro One, une fois privatisé, voudra augmenter les tarifs d'électricité. Mais la vérificatrice générale a vu que la Commission a appuyé des augmentations qui ne se sont jamais pour construire des centrales qui n'ont jamais été construites.
Et alors que nous voyons une augmentation des pannes d'électricité, Hydro One a même demandé des tarifs encore plus élevés. Mais le système n'a pas été réglé, n'a pas été réparé avec l'argent qui a déjà été donné. Monsieur le Président, nous donnons qu'est-ce qu'il faut attendre d'une commission qui approuve de l'argent, des fonds qui ne sont même pas utilisés pour les réparations nécessaires? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je suis heureux de clarifier ici l'information qui s'est retrouvée dans cette question, puisque Hydro One ne reflète pas les tarifs une fois, ne reflète plutôt les services qu'une fois que ces services sont en vigueur. Et la Commission est très claire à cet effet, Monsieur le Président. La Commission, comme nous l'avons dit depuis le début, est l'organisation qui établit les tarifs. La Commission étudie les propositions qui lui sont remises et jamais une décision n'a été faite pour différer les investissements. Ce que je peux vous dire, Monsieur le Président, c'est que le bon travail de ce service public a transformé un système qui n'était pas fiable et qui était antique, et nous l'avons transformé en un système fiable, propre. Le système que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose dont nous sommes tous fiers. Complémentaire. Monsieur le Président, il est clair que le gouvernement n'a pas lu le rapport de la vérificatrice générale sur Hydro One. Nous avons des frais de livraison qui ont été demandés par Hydro One. Mais les tarifs ont été différés. La Commission a donné de l'argent de consommateurs pour des améliorations du système et maintenant, on dit qu'il n'y a aucune autre façon de payer pour régler les problèmes du système et empêcher les pannes qu'en privatisant le système. Et en fait, nous voyons ici de l'argent, des crédits d'impôt qui sont donnés, qui seront et ce seront les consommateurs d'énergie qui en feront les frais. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que lorsque la Commission approuve de nouveaux tarifs, que c'est pour des améliorations, que ces améliorations se produisent en fait? Le ministre. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, lorsque l'on parle de la privatisation de Toronto Hydro, c'est une décision qui est prise par la mairie de Toronto. Lorsqu'on parle de la Commission de l'énergie de Toronto, cette commission a un excellent parcours, un excellent bilan de révision des tarifs. En 2010, Hydro One a demandé une augmentation des tarifs et a vu une diminution de 9 % dans sa demande. Et lorsqu'ils ont demandé une augmentation de 10 % pour l'amélioration du réseau, ils ont reçu une réduction de 3 % de leur demande. Monsieur le Président, on s'assure d'avoir un bon système fiable et la Commission tient compte de différents aspects lorsqu'elle prend une décision. Encore une fois, il n'y a rien ici pour refléter que les investissements augmenteront. Les consommateurs ne paient pas pour des investissements différés. Nouvelle question, député de Northumberland-Quinte-West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Les Ontariens savent que l'investissement dans l'infrastructure signifie de la stimulation économique, la croissance et de bons emplois, qui est la priorité de notre gouvernement. Notre investissement historique de 60 milliards de dollars a construit des ponts, des écoles, des hôpitaux, des ponts, des routes dans ma circonscription et partout dans la province. Cet investissement financera aussi les plans d'infrastructure vertes, un fonds qui est souvent oublié. Le gouvernement fait des investissements stratégiques dans, entre autres, la gestion du système d'aqueduc. Est-ce que le ministre peut expliquer à cette Chambre les investissements que nous faisons dans l'eau potable et les infrastructures d'aqueduc? Le ministre de l'Infrastructure. Merci. J'aimerais remercier le député de l'excellente circonscription de Northumberland-Quinte-West. Monsieur le Président, la population mérite de savoir qu'elle a accès à de l'eau potable et un système d'aqueduc propre auquel ils peuvent faire confiance à tous les jours. C'est pourquoi notre gouvernement, en partenariat
partenariat avec le gouvernement fédéral, fait des investissements significatifs dans notre réseau d'aqueducs partout dans la province. Les gouvernements provinciaux et fédéraux travaillent avec les municipalités et ont investi 1,1 milliard de dollars dans le fonds d'eau potable qui fournira un accès à de l'eau potable et un système d'aqueduc efficace et propre. 270 millions de dollars seront fournis par notre gouvernement ainsi que les municipalités de l'Ontario, chacune. Nous honorons notre engagement de s'assurer de favoriser l'essor de l'Ontario avec de l'infrastructure qui crée de l'emploi, stimule la croissance économique et améliore la qualité de vie des Ontariens et Ontariennes. Complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Je suis très heureux de savoir que notre gouvernement fait des investissements essentiels dans la protection des réserves d'eau potable de la province. C'est bien de savoir que notre gouvernement s'assure que les résidents de Port Hope au Northumberland-Quinte-West ont un réseau d'aqueducs sur lesquels ils peuvent se fier. Nos investissements signifient une stimulation de la croissance, des emplois et une meilleure qualité de vie pour tous les Ontariens et Ontariennes. Nous créons plus de 1000 emplois par année par cet investissement. Et nous avons des programmes pour les petits projets communautaires et les grands projets de transport en commun. Est-ce que le ministre peut élaborer sur nos projets d'infrastructure? Le ministre. Nous avons 41 projets qui ont déjà été approuvés par le Fonds d'eau potable qui couvre des municipalités des Premières Nations à l'échelle de la province. Ce fonds n'est qu'une partie de notre investissement historique de 160 milliards de dollars pour l'infrastructure essentielle dans la province. Les circonscriptions de chaque député ici dans cette Chambre recevront des fonds. Il y a entre autres le fonds communautaire de 100 millions de dollars par année. Nous avons augmenté ce fonds à 130 millions de dollars par année. 15 milliards de dollars sera dépensé à l'extérieur de la région du Grand Toronto et d'Hamilton. Nous sommes aussi engagés à dépenser 1 milliard de dollars dans le nord de l'Ontario et des milliards de plus dans les rénovations pour les écoles et les hôpitaux. Député de York Simcoe. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Lorsque le régime de retraite de la province de l'Ontario a été annoncé, vous avez dit que ça coûterait 20 millions de dollars. Mais maintenant, nous savons que les coûts s'élèvent à 70 millions de dollars pour ce régime de retraite. Ce rapport a aussi parlé de 12 millions de dollars pour des bureaux. La première fois, c'était 20 millions, ensuite 70 millions, maintenant 82 millions de dollars. Est-ce qu'on peut vraiment savoir le coût réel de l'annulation du RRPO ou est-ce que vous le cachez aussi? La première ministre, je sais que le ministre des Finances voudra parler dans la complémentaire, mais laissez-moi vous dire que c'est une excellente chose que partout dans cette province, dans ce pays, nous avons maintenant un plan pour bonifier le régime de pension du Canada. Et maintenant, le RRPO n'est plus nécessaire parce que sous le gouvernement Stephen Harper, et l'opposition le sait très bien, il n'y avait aucune compréhension des problèmes auxquels les retraités de la province faisaient face. Donc maintenant, nous pouvons travailler avec le gouvernement fédéral et nos collègues partout dans le pays afin de travailler sur les régimes de retraite. Nous étions très déterminés ici en Ontario pour s'assurer que sans accord au niveau fédéral, nous aurions une retraite sécuritaire pour la population ontarienne. Complémentaire. Merci encore une fois, la première ministre. Si la première ministre venait d'écouter à ma demande ici de mettre fin au RRPO, intervention du président. À l'ordre, s'il vous plaît. Député de Durham, vous êtes averti. Veuillez terminer. Merci. Plutôt, les libéraux sont allés de l'avant de façon acharnée. Nous avons
7 millions dépensés sur l'élaboration de politiques en matière de retraite et les ressources en personnel qui ont été dépensées, c'est des coûts ici qui n'auraient pas dû être encourus. Est-ce que les contribuables de l'Ontario paient régulièrement pour la publicité partout dans le pays? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, quelques éléments ici. La députée a fait référence à quelques faits qui ne sont pas véridiques. Si on l'avait écouté, il n'y aurait aucune sécurité pour les retraités ontariens. Il n'y aurait pas de RPC. Nous défendons les droits de tous les Ontariens et de tous les Canadiens. Et de plus, nous avons élaboré ici un plan qui était essentiel et, encore une fois, elle a tort. Et nous parlons ici d'une situation nationale efficace qui bénéficiera à tout le pays et voilà ce que cette députée ne reconnaît pas. Ici, nous défendons tous les Canadiens ainsi que les Ontariens. Nous défendons les décisions que nous tous avons prises. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a quelques personnes ici qui ne sont pas dans les bons sièges et que je devrais avertir plus tard. Vous continuez de faire ce que vous n'avez pas le droit de faire. Nouvelle question. Député d'Hamilton-Est, Stony Creek. Ma question s'adresse à la première ministre. 900 000 personnes dépendent du POSPH et de l'Ontario au travail afin de survivre. Depuis 1995, le prix d'un pain ou d'une miche de pain ou des œufs a augmenté. Et dans cette période de temps, l'aide sociale n'a augmenté que de 18 $. Ce n'est qu'une augmentation de 2 % en 21 ans. Les familles n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Les enfants ont faim et votre annonce aujourd'hui ne fera même pas un petit changement dans les années de négligence. Allez-vous vous engager d'augmenter vos efforts et l'argent remis à ces personnes qui ont besoin d'aide? Mais la première ministre, je sais que la ministre voudra parler au cours de la complémentaire, mais je veux dire aux députés de l'autre côté que j'appuie certainement en principe le projet de loi que vous avez déposé. Et, Monsieur le Président, nous avons déjà agi pour donner plus d'argent à la population qui est vulnérable dans cette province. En fait, les parents célibataires reçoivent maintenant 100 $ de plus qu'en 2012. C'est 1 200 $ par année de plus pour ces personnes. Nous avons augmenté de 25 $ les prestations reçues par les célibataires qui reçoivent le POSPA, la prestation Ontario au travail, pardon. Et nous travaillons sur les prestations pour le logement, Monsieur le Président, afin d'appuyer la population ontarienne qui en a le plus besoin. Complémentaire. Je remercie la première ministre pour son compliment, mais malgré vos augmentations, la population se retrouve déjà de 11 500 $ en deçà de la ligne du seuil de la pauvreté. Monsieur le Président, ce gouvernement ne comprend pas le coût de la vie dans notre province. Les néo-démocrates croient que le gouvernement devrait élaborer des politiques fondées sur les preuves et les données scientifiques. Nous avons besoin de données scientifiques sur le coût de la vie afin de s'assurer que les prestations d'aide sociale puissent combler les besoins de base. Nous avons voté pour appuyer l'établissement de comités de recherche sur l'aide sociale, mais le gouvernement nous a appuyés, mais nous ne voulons pas que ce comité meure au feuilleton. Nous voulons l'envoyer en comité et qu'il devienne une réalité. Est-ce que la première ministre appuiera cette stratégie comme elle l'a fait il y a 5 mois, cet après-midi? Est-ce qu'on nous appuiera et est-ce que nous chargerons un comité de ce projet de loi? Le ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté.
Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de répondre à la question du député de l'autre côté. Et j'aurais aimé avoir plus de temps pour parler vraiment d'une liste exhaustive de tous les accomplissements que ce gouvernement a mis en place au cours des dernières années. Je veux noter ici quelques éléments. La réforme de la sécurité de revenus a été améliorée pour avoir un impact significatif. Monsieur le Président, je veux aussi mentionner d'autres éléments qui se produisent. Par exemple, nous avons retiré les reprises fiscales du gouvernement pour l'aide sociale pour les enfants, incluant 1900 familles que nous avons aidées et qui reçoivent 1 000 $ de plus par année. Monsieur le Président, ce gouvernement s'engage à travailler avec la population la plus vulnérable, la tranche la plus vulnérable de notre population, afin qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Nouvelle question. La députée de Scarborough-Agincourt. Merci. Ma question s'adresse à la présidente du secrétariat du Conseil du Trésor. Tout le monde sait que le secrétariat du Conseil du Trésor est une bonne fonction et qu'il est responsable. Veuillez continuer. Le député d'Hamilton-Est, Sonny Creek, je le préviens. Monsieur le Président, le Conseil du Trésor veut s'assurer qu'on puisse utiliser tout l'argent et aussi de trouver des efficacités. Le ministère mène notre gouvernement dans la rationalisation des paiements de transfert aux organismes qui fournissent des services aux Ontariens et Ontariennes. Une partie de modernisation du gouvernement. Je sais que le Trésor, le Conseil du Trésor appuie des ministères en ajoutant aux airlists des politiques. Comment est-ce que le ministère appuie par l'entremise de cette unité de traitement comportemental? Merci à la députée de Scarborough-Agincourt de sa question excellente. L'Ontario est un premier endroit au Ottawa qui utilise les sciences de comportement pour donner de meilleurs services et d'avoir de meilleurs résultats pour les Ontariens. Et un bon exemple, c'est le registre des greffes et de dons d'organes. Nous savons que la majorité des Ontariens disent qu'ils sont prêts à s'en inscrire, mais seulement 27 % sont inscrits. Et dans la grande région de Toronto, on a le taux le plus faible avec seulement 17 %. En utilisant avec de l'apport de la science comportementale, on a amélioré l'inscription avec pas trop de coûts. Avec ce nouveau processus, les taux d'inscription ont augmenté de 143 % de plus. Merci. Question complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. Je sais que le Conseil du Trésor est caractérisé par ses obligations financières auprès du reste du gouvernement, mais c'est bien de voir que le Conseil du Trésor aide d'autres ministères à améliorer les processus et à livrer plus de résultats. Je travaille avec Moenton et Allenton à l'Association du don de vie de Scarborough pour faire la promotion de dons d'organes et de tissus. C'est choquant de savoir que seulement 17 % des résidents de la grande région de Toronto sont inscrits. Je suis très content que le Conseil du Trésor participe à cette solution. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre quels autres résultats dans l'unité de comportement au Conseil du Trésor a donné des résultats? Le Conseil du Trésor a créé cette unité de comportement et d'exemples en 2013 et nous avons beaucoup d'exemples. On a travaillé avec le ministère des Transports pour modifier les renseignements envoyés aux Ontariens en les encourageant à renouveler leur permis de conduire et leur autocollant pour le permis. Les gens n'aiment pas le faire, ils peuvent le faire en ligne. Pendant un projet pilote de 8 semaines, on a vu plus de 13 000
renouvellement de plaques d'immatriculation en ligne avec l'aide de cette unité de comportement, de sciences des comportements. Et cela a résulté en des épargnes de 28 000 $ parce qu'il y a une courte période, on a vu beaucoup d'épargnes en changeant le comportement des usagers. Avec l'aide de cette unité, on a hâte de voir plus d'amélioration. Merci. Nouvelle question, le député de Whitby-Wash. Ma question s'adresse à la première ministre. En 2010, Jim McCool, un résident de la région de Durham, a souffert un AVC à l'âge de 50 ans. Comme beaucoup de patients après un AVC, M. McCool a eu besoin de beaucoup d'heures de traitement de physiothérapie pour regagner sa mobilité, améliorer sa qualité de vie. Et quand il avait besoin de système, il a reçu juste une dizaine de traitements et on l'a oublié tout de suite. En fait, l'assurance santé dit qu'on limite la couverture entre les gens qui ont l'âge de 20 ans à 64 ans. Et mes patients, après un AVC, ont besoin de l'aide. Est-ce que, Madame la Première ministre, vous allez prendre des mesures pour aider tous les patients après un AVC, peu importe leur âge? La ministre déléguée aux Affaires des personnes âgées. Merci. Je remercie le député de sa question et de sa défense de ces gens. Les patients qui ont moins d'âge de 64 ans, qui ont souffert d'un AVC, sont admissibles à la couverture de l'assurance santé. Notre gouvernement est engagé à donner des soins de qualité pour tous les patients qui ont souffert un AVC pour recevoir des soins après un accident vasculaire cardiaque, cérébral plutôt, et les services de physiothérapie sont disponibles, peu importe l'âge du patient après un AVC. On peut l'offrir dans les hôpitaux, dans les cliniques externes, dans les soins à domicile, des établissements de soins de longue durée et des cliniques communautaires de physiothérapie. Question complémentaire. Je reviens à la Première ministre. Il y a beaucoup de preuves qui montrent qu'avec des réadaptations après un AVC, les patients ont une bonne remise. Cet après-midi, je vais avoir en deuxième lecture un projet de loi qui demande d'arrêter la discrimination d'âge pour les patients qui se remettent d'un AVC. Est-ce que vous allez l'appuyer, ce projet de loi? Réponse de la ministre. Je remercie le député de sa défense et du dépôt de ce projet de loi. J'ai hâte d'avoir un débat sur cette question. Moi et le ministre de la Santé, on a hâte d'entendre les arguments, les législateurs qui vont discuter du projet de loi. Mais entre-temps, je veux réitérer que ce gouvernement a déjà des programmes en place pour aider les patients après l'AVC, peu importe quel est leur âge, et on le fait et on a de continuer à le faire. Tout ce que je veux dire, c'est que le ministre de la Santé, quand il sera de retour, il voudra ajouter son port. Et j'assure notre engagement d'aider les patients qui ont souffert un AVC et qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires. C'est pourquoi on a un système de santé universel plutôt. Nouvelle question, la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Des aînés à Londres attendent depuis des mois pour avoir des lits de soins complexes. Il y a 2 ans, il y avait un plan d'acheter 11 lits à London, mais cela n'a pas eu lieu. Cela laisse les gens de London avec une difficulté d'accès aux besoins nécessaires. Nous sommes à un point de bascule. Sans changement, les hôpitaux de London ne pourront pas répondre aux besoins des gens de London. Plutôt que de réduire les budgets des hospitaliers, quand est-ce que la première ministre va appuyer les unités de soins continus à London? La ministre responsable déléguée aux affaires des personnes âgées.
J'étais la ministre associée de la santé et des soins de longue durée, responsable des soins de longue durée. Je veux assurer cette Chambre que notre gouvernement a fait des grands investissements dans les soins de longue durée. En tant que ministre délégué délégué aux affaires des personnes âgées, on va s'assurer qu'il y a plus de financement. Merci. Un rappel au règlement, la députée de Scarborough-Agincourt. Merci, Monsieur le Président. Je veux souhaiter la bienvenue aux résidents de Scarborough qui sont ici pour la journée de l'OBM Barbara Dixon, qui est aussi l'auteur de Bomb Girls, pour la journée de la maladie de sclérose en plaques. On a un vote différé sur deuxième lecture du projet de loi 13. Il y aura une sonnerie de 5 minutes. C'est le projet de loi 13, loi sur l'électricité.
Tous les députés, s'il vous plaît, reprenez vos sièges. Tous les députés, s'il vous plaît, regagnez vos sièges. Le 21 septembre 2016, M. Thibault a proposé la deuxième lecture du projet de loi 13, loi concernant le coût de l'électricité. Ceux qui sont pour diront oui. Mr. Nacby. Mr. Bradley. Mr. Bradley. Mr. Del Duca. Mr. Del Duca. Mrs. Sandals. Mrs. Sandals. Mr. Souza. Mr. Souza. Ms. Wynne. Ms. Wynne. Ms. Matthews. Ms. Matthews. Mr. Shirelli. Mr. Shirelli. Mr. Duguid. Mr. Duguid. Ms. McCharles. Ms. McCharles. Mr. Takar. Mr. Takar. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Berardinetti. Mr. Berardinetti. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. Murray. Mr. Murray. Mr. Chan. Mr. Chan. Mr. Moridi. Mr. Moridi. Mr. Couteau. Mr. Couteau. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Leal. Mr. Leal. Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Kadri. Mr. Cadre. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangat. Ms. Mangat. Mr. Crack. Mr. Crack. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Ms. Damerla. Ms. Damerla. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mrs. Albanese. Mrs. Albanese. Ms. McMahon. Ms. McMahon. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Ms. Naidu-Harris. Ms. Naidu-Harris. Ms. Wong. Ms. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dong. Mr. Dong. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Ms. Koala. Ms. Koala. Ms. Molly. Ms. Molly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Milchin. Mr. Milchin. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Ms. Vernile. Ms. Vernile. Mr. Yakubuski. Mr. Yakubuski. Mr. Arnott. Mr. Arnott. Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Hilliard. Mr. Hilliard. Mr. Miller, Perry, Salmuskoka. Mr. Miller, Perry, Salmuskoka. Ms. Scott. Ms. Scott. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Mr. Urick. Mr. Urick. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Pettipies. Mr. Pettipies. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Cho. Mr. Cho. Mr. Tabbies. Mr. Tabbins. Mr. Singh. Mr. Singh. Mr. Bancroft. Mr. Bancroft. Ms. DeNovo. Ms. DeNovo. Mr. Miller, Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller, Hamilton East Stony Creek. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Natashak. Mr. Natashak. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Madame Jelena. Madame Jelena. Monsieur Monta. Mr. Montauk. Mr. Hatfield. Mr. Hadfield. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Tous ceux qui sont contre, levez-vous et restez debout. Pour 84 contre 0. Vu qu'il y a 84 pour et 0 contre, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Selon l'ordre de la Chambre daté du 28 septembre 2016, le projet de loi est envoyé au Comité permanent de la justice. Rappel au règlement, le député d'Eglinton. Je veux juste rappeler tous les députés qu'il y a une réception très importante pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Tout le monde est bienvenu et apportez votre œillet. Il n'y a pas d'autres votes différés. La séance est levée en pause plutôt jusqu'à 13 heures.